Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Dioula, Bandiagara et Mopti, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. À la une de l'actualité de ce lundi 28 août 2023, des femmes qui s'engagent dans l'élevage de caprins comme activité rêvée et génératrice de revenus. Elles sont environ 2500 dans la région de Dioula. Elles ont été installées ce week-end. L'initiative est du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Dans l'actualité également, les autorités accompagnent le retour à la normale dans la région de Bandiagara. 2 membres du gouvernement viennent de séjourner dans cette région. Rencontre avec les jeunes et les personnes déplacées étaient au menu de la visite. Un tour sur le fleuve Niger à partir de Mopti, c'est la période des hautes eaux, la crue du fleuve favorable à la navigation fluviale. Une quarantaine de pinasses et 3 bateaux font la navette toutes les semaines entre la Venise malienne et les régions du Nord. L'actualité hors de nos frontières, le Niger, le bras de fer se poursuit entre Paris et Niamey. Des milliers de personnes favorables au CNSP ont manifesté hier dans la capitale nigérienne. L'ultimatum donné à l'ambassadeur de France pour quitter le pays a désormais expiré. Et puis les sports football, l'AS Real qualifié pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Victoire également de l'équipe nationale des sourds-muets à la Coupe d'Afrique zone CEDEAO, sans oublier la Supercoupe Colonel Assimi et Goïta. Nous sommes bien évidemment en football. Nous parlerons également de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de foot. Le rendez-vous, c'est demain au CICB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Des femmes qui s'engagent dans l'élevage de caprins comme activité génératrice de revenus. Oui, elles sont environ 5000 femmes ciblées par le projet d'appui aux opportunités pour les femmes et les filles. Elles sont des cercles de Dioula, Nara et Koulikoro. Les 2500 bénéficiaires pour le cercle de Dioula ont été installés ce week-end. Parmi elles, 6 ont reçu de manière symbolique des caprins ainsi qu'une enveloppe financière pour l'entretien des bêtes, une initiative du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, qui ambitionne de réduire les inégalités hommes-femmes dans l'accès aux facteurs et moyens de production. Le projet Suède est doté d'une enveloppe financière de plus de 36 milliards de francs CFA. Mohamed Kayantao. Au total, 4752 filles et femmes des régions de Dioula, Nara et Koulikoro bénéficient du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Elles ont été formées en élevage de caprins afin d'être utiles pour elles-mêmes et pour leurs familles. Les 2503 bénéficiaires de la région de Dioula, en possession de leurs 7509 caprins, ont été installés. 6 d'entre elles ont même reçu symboliquement leur kit d'installation. C'est une initiative du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, en collaboration avec l'ONG AFAR. Moussa Sidibé, coordinateur du projet Suède. Les femmes maliennes, malgré leur poids démographique de 49,7% de la population générale et leur dynamisme dans les processus de production des biens et services, sont confrontées, hélas, à d'énormes difficultés résultant de la persistance de certains préjugés et normes sociales qui limitent leur accès aux facteurs et moyens de production. Anantida Philippe Osé, représentante de FNEAP. Les cérémonies est une preuve de l'avancée du Mali vers l'accélération de la capture du dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes, tout en améliorant le niveau de l'autonomisation des femmes et des filles. Comblés, les bénéficiaires ont remercié les partenaires pour cette activité qui entre dans le cadre de la phase 2 du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Ce pour un financement de FNEAP à hauteur de 60 millions de dollars, soit plus de 36 milliards de francs CFA. Une initiative soutenue par le gouvernement. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je suis particulièrement fière du fait que ce geste va à l'endroit des femmes rurales, lesquelles vivent la plupart du temps dans la plus grande précarité. Je voudrais féliciter les plus hautes autorités du Mali, notamment son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son ambition et son attachement d'assurer la sécurité à tout le peuple malien
et d'améliorer aussi les conditions de vie des populations maliennes en général et celles des femmes en particulier. Imiran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Le Mali, en accord avec la Banque mondiale, a prévu de toucher plus de 39 000 filles-femmes de 15 ans à 30 ans par les activités génératrices de revenus. Les métiers innovants sur la période 2021-2024. Pour cette phase, il s'agit de 18 028 filles-femmes alphabétisées, formées, installées dans les activités génératrices de revenus et les métiers innovants pour les régions de Koulikoro, Dioïla et Nara. Un sketch de sensibilisation sur l'élevage des caprins, gage d'une pleine autonomisation des filles de Dioïla, a motivé d'autres femmes à s'intéresser au projet. Radio Mali à Bandiagara et environ 103.8 MHz en FM. Oui, il est 7h05 sur les falaises de Bandiagara. Rendez-vous en Pays Dogon pour accompagner le processus de retour à la normale dans la région de Bandiagara après les tensions provoquées il y a quelques semaines par une manifestation contre l'insécurité. 2 membres du gouvernement se sont rendus dans cette région. Ils ont rencontré notamment les organisations de jeunesse ainsi que les personnes déplacées. Le reportage à Mopti de Omar Maïga. C'est par la visite des chantiers de la Maison des aînés et du siège du Conseil régional que le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et celui de la santé et du développement social ont entamé les activités dans la région de Bandiagara. À la Maison des jeunes, ils étaient plus d'une centaine de jeunes et des déplacés internes des communes de Barassara et de Pignari à prendre part au cadre d'échanges sur les incidents malheureux et la nouvelle vision du département en charge de la jeunesse. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Témoigner de toute la sympathie et, du président de la transition et du Premier ministre par rapport à cette situation. Ce qui affecte aujourd'hui Bandiagara affecte également nos autres autorités. Le président, il le ressent, le Premier ministre également. Les personnes déplacées internes des zones en proie à l'insécurité occupent une place de choix dans l'activité gouvernementale. Il y a également certains acteurs des localités qui se sont mis ensemble, des jeunes qui ont décidé à ce qu'on fasse un geste pour Bandiagara. Nous savons que tous ces dons-là ne règlent pas le problème. Mais une chose est importante et certaine, c'est que Bandiagara et toute la population, toute la communauté ici doit comprendre que le président, vraiment, il a le souci à ce que ce soit bien fait, à ce que les choses retournent à la normale. Et le travail est en train d'être fait dans ce sens-là. La jeunesse est le socle du développement. Pour ce faire, 3 axes prioritaires seront au cœur des activités du département. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté, face au Bara, Nedjoro. Le second, c'est le village des opportunités. Nous savons qu'aujourd'hui, il est difficile pour un État de recruter tous les jeunes, mais on doit pouvoir mettre des cadres qui vont permettre à ces jeunes-là de s'épanouir économiquement. L'axe 3 qui est le sport citoyen. Le sport, c'est la santé. Mais en même temps, le sport, c'est aussi la cohésion. Le sport, c'est aussi un appui par rapport à la réduction de la délinquance juvénile. Nous sommes dans cette dynamique-là et je vois que les jeunes sont déjà prêts. La minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires, la visite aux notabilités ont été quelques actes forts de la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports dans la région de Bandiagara. Mopti de Omar Maïga, Diakalia Traoré pour l'ORTM. Il est 7h08, c'est la période des hautes eaux, la crue du fleuve favorable à la navigation sur le Niger. L'activité est en plein essor entre Mopti et les régions du nord, Tombouctou et Gao notamment. Une quarantaine de pinasses et environ 3 bateaux font la navette toutes les semaines. Pour les populations de la zone, la navigation fluviale a l'avantage justement d'allier confort et accessibilité financière. Seul bémol, en ces temps d'insécurité, des actions des groupes armés hostiles au mouvement des populations. ORTM Mopti, Boubacar Sankari. Avec la crue du fleuve Niger, le transport fluvial a repris avec les grandes pinasses et les bateaux, notamment sur l'axe Mopti-Gao et Mopti-Tombouctou. Et les acteurs du secteur se frottent bien les mains en cette période. Eli Koulibaly, chef d'escale de la Koumanave Mopti. Par les petits bateaux, nous pouvons faire au minimum 100 passagers par semaine. Par les grands bateaux, malheureusement pour le moment, l'affluence elle est faible. La cote d'eau est de 4,62 m. Elle est légèrement inférieure à celle de l'année passée à la même période. Ougadari Donipo, président de la coopérative des transporteurs fluviaux de Mopti.
Chaque jour, entre 30 et 40 pinasses, toutes catégories confondues, quittent Mopti pour Djiré. Et toutes les pinasses, grandes comme petites, naviguent de nos jours. Pour les passagers, voyager par pinasse est confortable et économique. Mariam Kanta, voyageur. Nous profitons bien du trafic fluvial car il nous permet de voyager à l'aise avec toute la famille et les bagages à moindre frais. Dans la cabine, Kassim tient la direction. Il vient d'accoster à Mopti en provenance de Gao. Kassim Doumakouma, conducteur de pinasse. Nous gagnons bien notre vie avec la crue du fleuve. Des fois, on peut transporter entre 20 et 30 passagers et gagner entre 75 et 100 000 francs. Sori Djenepo, fabricant de pinasse. Avec la crue, on se frotte les mains. Plusieurs pinasses naviguent actuellement. Nous en fabriquons et nous en réparons. Malgré cette belle embellie, le secteur offre un autre visage. Bougadari Donipo, président de la coopérative des transporteurs fluviaux. Depuis quelques jours, les axes Djiré Tombouctou et Tombouctou Gao sont impraticables à cause de l'insécurité. Les hommes armés non étatiques empêchent toute navigation sur ces voies. En dépit de cette situation, une quarantaine de pinasses et 3 bateaux quittent chaque semaine Mopti pour les régions de Tombouctou et Gao. Mopti, Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré pour l'ERTM. 7h11 à Tombouctou et Taoudeni, les questions sécuritaires et les réseaux sociaux sont au cœur de la réflexion. Un cadre de concertation sur ces questions donc, a réuni dans la cité des 333 siens les responsables concernés. Il y a été question notamment du déplacement massif de population suite aux événements liés à la rétrocession du camp Andeber par l'aménagement à l'armée malienne. La réflexion était organisée par les équipes régionales d'appui à la réconciliation nationale et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Tombouctou, Yehia Tandina. Suite aux événements du 11 au 13 août 2023 à Ber, cercle de Tombouctou, les initiatives militaires, politiques et administratives en matière de communication se sont multipliées afin de rassurer les communautés et préserver le calme. C'est dans cette optique que les équipes régionales d'appui à la réconciliation des régions de Tombouctou et de Taoudani, en collaboration avec le sous-groupe Cohésion sociale, à travers l'appui financier de l'organisation onusienne en charge des réfugiés, HCR, ont organisé cette journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations des deux régions. Djadja Amadou Mega, chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Tombouctou. Il est essentiel que nous appelons tous les corps confondus pour leur faire comprendre que le problème qui se pose ne se pose pas pour quelqu'un ou à quelqu'un, mais ça se pose à tout le monde parce que tout le monde en souffre. Donc pour éviter que cette souffrance-là perdure, nous avons pensé qu'il fallait créer ce cadre de concertation pour que tous les acteurs comprennent et que nous puissions faire des propositions. Yahya Aksuleiman, représentant du HCR. Il est important pour nous d'appuyer des activités de sensibilisation pour que les gens puissent se rencontrer, échanger et puis sensibiliser aussi les populations qui sont dans les besoins. Parce qu'aujourd'hui, la cohésion sociale, nous estimons que c'est une activité transversale. Pendant 2 heures, les participants ont largement débattu des différentes thématiques liées à la question sécuritaire et au mouvement des populations. Il ressort des conclusions des différents intervenants que les réseaux sociaux ont contribué fortement à la dégradation de la sécurité en instaurant la peur et la panique. Boukari Diallo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Je voudrais vous rassurer qu'aucune communauté ne sera persécutée ou harcelée car toutes les communautés se valent. Nous sommes tous maliens et fiers de notre cher pays. À ne point céder à la peur et à la panique, de par les fausses informations véhiculées par la voie des réseaux sociaux. Les plus hautes autorités de notre pays n'ont qu'un seul objectif, celui d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce débat franc, constructif et productif, selon plusieurs participants, va contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les régions de Tombouctou et de Taoudani. Tombouctou, Yehia Tandina, Alou Koulbali pour l'ORTM.
Retour ce matin sur la signature en fin de semaine dernière d'un pacte de stabilité sociale et de croissance, émanation de la conférence sociale et recommandation des assises nationales de la refondation ANR. Il s'agit de favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé propice à l'émergence de l'économie et à établir la justice sociale. Salif Bagayogo, conseiller technique au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue, nous parle de ce document. Il était l'invité de 13h dimanche. Il est au micro de Ibrahim Traoré. Le besoin d'arriver à un pacte, c'est surtout pour répondre à un besoin de pacification durable du climat social en vue de booster l'économie nationale. Et c'est pour ça que ce pacte a pour objectif principal de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé. Et ceci fait suite aussi à certaines analyses de l'environnement socio-économique de notre pays, qui est émaillé par beaucoup de mouvements de grève dans des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé, des grèves même souvent illimitées. Alors, que dit essentiellement ce pacte? Quel est le contenu réel de ce document? Alors, le pacte est un document qui est d'abord bâti autour de 60 engagements surtout issus des recommandations de la conférence sociale qui s'est tenue du 17 au 22 octobre 2022. Et justement, ces recommandations-là émanent aussi des attentes de toutes les parties. Et les 60 engagements ont été déclinés dans le plan d'action, plus de 130 activités, puisque le pacte il est bâti pour une durée de 5 ans. Et c'est pour ça que très récemment, le gouvernement a mis en place un Conseil national du dialogue social, qui est un organe extrêmement important qui viendra s'ajouter à d'autres dispositifs pour pouvoir renforcer la prévention des conflits, puisque nous pensons que nous pouvons régler nos problèmes en temps de paix. Et est-ce que, en termes clairs, ce pacte est synonyme de fin de grève au Mali? C'est l'engagement de toutes les parties que déjà sur les 5 années, à partir de la mise en œuvre de nos attentes, de nos engagements, toutes les parties seront satisfaites. Et dans cette satisfaction, bien entendu, nous ne pouvons pas arriver à un niveau où il y aura une rupture du dialogue qui pourrait déboucher sur le dépôt d'un préavis de grève. D'abord, il y a 2 organes très importants qui sont prévus pour la mise en œuvre, notamment un comité d'orientation stratégique qui va être présidé de façon tournante par le ministre en charge du dialogue social et le patronat et les secrétaires généraux ou présidents des organisations syndicales signataires du pacte. Il est prévu un mécanisme de suivi et évaluation et le comité d'orientation stratégique qui va jouer le rôle de comité de pilotage va par exemple se réunir 2 fois par an, donc de façon semestrielle, et le comité technique va se réunir 1 fois par trimestre. Et là, il est prévu la production de rapports trimestriels, semestriels. Et maintenant, à la fin de la durée du pacte, donc en 2027, il est prévu l'évaluation du pacte pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui reste à faire, quels sont les correctifs qu'on pourrait y apporter. L'actualité hors de nos frontières à présent, le bras de fer se poursuit entre Paris et Niamey suite à la prise du pouvoir par le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Des milliers de personnes favorables au CNSP ont manifesté hier à proximité de la base militaire française à Niamey à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné à l'ambassadeur de France pour quitter leur pays. Le rassemblement avait commencé dès l'aube sur un rond-point situé à proximité de l'aéroport de la capitale qui jouxte sur une base aérienne nigérienne à l'intérieur de laquelle se trouve le camp militaire français. Encadré par un dispositif de militaires nigériens, les protestataires brandissaient des drapeaux nigériens et russes ainsi que des pancartes appelant au départ des troupes françaises. Et puis la diplomatie française à l'agenda du président Emmanuel Macron. Ce lundi, le chef de l'État français devrait exposer devant les ambassadeurs réunis à Paris les priorités de sa politique étrangère dans un contexte international difficile avec une guerre en Ukraine qui s'enlise et les crises dans certains pays d'Afrique. La conférence des ambassadeurs qui se déroule de ce lundi à mercredi aura pour thématique affirmer nos principes, nos intérêts et nos solidarités. Invité d'honneur de cette 29e édition de la conférence des ambassadeurs de France, l'Ukraine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères notamment. Au Zimbabwe, l'opposition conteste les résultats de la présidentielle et revendique la victoire. Les résultats annoncés samedi donnent le président sortant gagnant avec 52,5%
49,6% des voix contre 44% aux candidats de l'opposition. L'opposition qui avait donc immédiatement affirmé ne pas avoir entériné ces résultats et qui a énuméré toute une série d'irrégularités pour justifier sa posture. La crainte également d'une nouvelle crise post-électorale au Gabon. Au lendemain du vote, la compilation des résultats est en cours après une triple élection tenue samedi, des élections présidentielles, législatives et locales. À l'issue de la journée de vote, le principal candidat de l'opposition, Albert Ondo Ossa, a accusé le pouvoir de fraude et en fin de journée, le gouvernement a annoncé une coupure immédiate d'Internet et un couvre-feu à partir donc de dimanche 19h jusqu'à 6h du matin. Le couvre-feu a enfin été levé, mais l'Internet n'est toujours pas rétabli. Autre décision des autorités gabonaises après ces élections, la diffusion de RFI et de France 24 est provisoirement suspendue, tout comme la chaîne TV5 Monde. La chaîne de télévision publique gabonaise l'a annoncé samedi en citant la haute autorité de la communication. Une nouvelle rencontre diplomatique entre la Chine et les États-Unis. La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a rencontré à Pékin son homologue chinois, Wang Wentao. Au menu des échanges, les relations commerciales États-Unis-Chine, les défis auxquels sont confrontées les entreprises américaines et les domaines de coopération potentielle. Selon le ministère américain du Commerce, la visite de Gina Raimondo en Chine, qui doit durer jusqu'à mercredi, intervient au moment où les deux puissances mondiales tentent d'atténuer ces derniers mois les tensions bilatérales. Et pour terminer, aux États-Unis, des milliers de personnes étaient réunies ce week-end devant le Lincoln Memorial de Washington pour commémorer la marche de Martin Luther King en 1963 et son célèbre discours I Have a Dream, une commémoration ou plutôt une continuation du combat, précisent les organisateurs qui craignent un recul du droit des Noirs, notamment en matière de violence policière. En moyenne, 1 millier de personnes succombent tous les ans aux actions de la police américaine, un risque mortel 2 fois plus élevé pour les Noirs. L'actualité des sports, c'est tout de suite. Les sports, c'est avec Fotiki Toukara en direct ce matin de ce studio. Bonjour Fotiki et bienvenue. Bonjour Yakonaté. Bonjour à tous, merci de l'accueillir. Voilà, ça faisait un petit moment et tu nous avais manqué, j'imagine, aux éditeurs aussi. C'était pareil. L'actualité des sports, donc, on commence ce matin par l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football. Elle est prévue demain et ce sera au CICB. Oui, en principe, les 81 délégués venant des 9 ligues régionales, des 16 clubs de Ligue 1, des 9 clubs champions de 2e division et des 4 regroupements sportifs vont élire un nouveau président à la tête de la Fédération malienne du football auquel ils confieront les destinées du football malien pour un mandat de 4 ans. Selon le nouveau texte de la FEMAFOOT amendé en 2021 qui serviront de boussole à cette élection, il n'y aura pas de porte-voix. Chaque ligue régionale compte 3 voix, ce qui fait au total 27. Les clubs de Ligue 1 disposent chacun de 2 voix, ce qui donne au total 32. Les champions de 2e division ont également droit à 2 voix, ce qui fait donc un total de 18 pour les regroupements sportifs. C'est 1 voix chacun et ce qui fait en tout 4. Chacun des 81 délégués à l'Assemblée générale élective devra individuellement voter et le vote se fera par bulletin secret. Alors, à J-1, tout est-il fin prêt? Où en sommes-nous concrètement avec les préparatifs? Élément de réponse avec Sidi Begay Makassa, membre de la commission d'organisation de cette Assemblée générale élective de la FEMAFOOT que nous avons joint hier au téléphone. Effectivement, l'Assemblée générale élective de la FEMAFOOT aura lieu le mardi 29 août 2023 à 9h30 au CICB. On peut dire que tout est fin prêt maintenant et on attend seulement le jour J pour la tenue de l'Assemblée. Il y avait des préalables à faire, notamment la confection des accréditations. Ça, c'est déjà fait parce que tous les mandats ont été validés par la commission électorale. Ensuite, il y a l'arrivée des délégués internes d'abord, ce qu'on appelle les membres, qui ont même commencé à venir déjà pour ceux qui sont situés plus loin de Bamako, notamment les gens de Gao, Mopti et Kai. Bon, les autres vont rejoindre l'hôtel dans l'après-midi. Il y a aussi un fort contingent de la FIFA et de la CAF qui arrive aussi, qui a même commencé à arriver. Il y a un qui est arrivé déjà l'après-midi, il y a un autre qui arrive aujourd'hui et les autres viennent dans la journée. Bon, on attend le jour J maintenant pour l'élection.
Voilà, c'était là donc Sidi Bikaï Makaza, membre de la commission d'organisation de cette assemblée générale élective de la Fédération malienne de football Meya Konaté a signalé que depuis l'invalidation de la liste du candidat Salah Babi par la commission d'appel électoral de la FEMAFOOT, il n'y a que la seule liste du président sortant Mamadou Touré Bavier, pourtant sous mandat de dépôt et placé en détention préventive pour des faits présumés de détournement et d'atteinte au bien public. Au fin d'arbitrage, le candidat Salah Babi a introduit des recours auprès des organes juridictionnels au plan national et international. Sur le terrain, à présent, la Ligue des champions d'Afrique de football, l'AS Real de Bamako, s'est qualifiée hier pour le second tour préliminaire. Et oui, hier en match retour du premier tour préliminaire donc de la Champions League africaine, l'AS Real de Bamako en déplacement à Garoua au Cameroun est allé s'imposer 2-0 devant Coton Sport sur ses propres installations. Tenu en échec 0-0 ici à Bamako au match aller, les Noirs et Blancs de Bamako se sont transcendés pour sortir les grands jeux. Sacrée performance donc des Scorpions qui frappent ainsi un grand coup. Et c'est là au grand bonheur de leur entraîneur que nous avons joint au téléphone hier. Nounjane s'est dit naturellement heureux. Je vous propose de suivre ses réactions après match. Nous sommes très très contents et je pense que par rapport à cette victoire, parce que comme je l'ai tout le temps dit, c'est-à-dire qu'on est en train de, par rapport au projet du Real de Bamako aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qu'il fallait mettre en place. C'était pas évident en 2-3 semaines. C'est la 4e semaine, je crois, au risque de me tromper de travail. Mais par rapport à tout ce que les joueurs ont fait, respecter les consignes qu'on les a données, je pense que ça nous a permis quand même de faire un bon match et de tenir tête à cette équipe du Coton Sport de Garoua. Voilà, on est très heureux. Et les joueurs, le staff et les dirigeants, je pense que nous sommes tous au Cameroun, on est très très heureux. Et les Maliens qui sont au Cameroun, qui sont sortis aussi, qui sont à Garoua par rapport à cette victoire. Voilà, c'était là donc les réactions de Nounjane juste après le match. Grâce donc à cette victoire, le Real de Bamako s'est qualifié pour le tour suivant de la Ligue des champions d'Afrique de football où il rencontrera Nouadhibou de Nouakchott. Tout comme le Real en Ligue des champions, le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération a également assuré un préliminaire retour samedi au stade du 26 mars de Irimadio. Les Blancs de Bamako n'ont pas tremblé. Ils ont tout simplement balayé Watanga FC du Libéria, battu 4-1 déjà à l'aller. Le stade avait pris une sérieuse option sur la qualification en s'imposant par le score de 3-1 avec un score cumulé de 7-2 sur l'ensemble des matchs. Les Blancs de Bamako se qualifient haut la main et croiseront au tour prochain l'Aigle Noir du Burundi. Une autre victoire Fotigui qui mérite d'être célébrée. Le Mali remporte la Coupe d'Afrique des sourds-muets. Zone CEDEAO. Oui, le Mali s'adjuge le trophée de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des sourds-muets zone CEDEAO en finale disputée hier à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Mali a battu la Sierra Leone par le score de 4-1. Les Aigles sourds-muets du Mali ont remporté ainsi ce trophée pour la 3e fois consécutive. Après 2007 et 2019, l'édition de 2021 n'a pas été jouée pour raison de Covid-19. Grandissime favori du tournoi, les jeunes Maliens ont tout simplement assumé leur statut pour faire honneur à leur pays, le Mali. Voilà donc, on passe à la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La 3e journée des groupes s'achève cet après-midi. Oui, avec des matchs au programme. Ségou affronte Kaï à 8h. Puis à 16h, le gouvernement joue contre Bamako. Hier, Koulikoro et les CNT se sont neutralisés 0-0. Kidal s'est imposé devant Sikasso 2-1. Autre résultat enregistré compte de cette 3e journée des groupes. Mopti s'était imposé devant Tombouctou, 2-0. L'équipe de la présidence a perdu contre Gao 2-1. Voilà, Fotigui, c'est tout pour les sports. Oui, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir. Alors, on vous souhaite de passer une belle journée. Merci et pareillement à vous aussi. Et la suite de ce journal dans un instant. On va donc terminer par le rappel du sommaire de cette édition. Des femmes qui s'engagent dans l'élevage de caprins comme activité génératrice de revenus. Elles sont environ 2500 dans la région de Dioïla. Elles ont été installées ce week-end. L'initiative du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Dans l'actualité également, les autorités accompagnent le retour à la normale dans la région de Bandiagara. 2 membres du gouvernement viennent de séjourner dans cette région. Rencontre avec les jeunes et les personnes déplacées
était au menu de la visite. Un tour sur le fleuve Niger à partir de Mopti, c'est la période des hautes eaux, la crue du fleuve favorable à la navigation fluviale. Une quarantaine de pinasses et 3 bateaux font la navette toutes les semaines entre la Venise malienne et les régions du Nord. L'actualité hors de nos frontières, le Niger, le bras de fer qui se poursuit entre Paris et Niamey. Des milliers de personnes favorables au CNSP ont manifesté dans la capitale nigérienne hier. L'ultimatum donné à l'ambassadeur de France pour quitter le pays a désormais expiré. Et puis les sports football, l'AS Real qualifié hier donc pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Victoire également du stade malien de Bamako. Victoire enfin de l'équipe nationale des sourds-muets à la Coupe d'Afrique zone CEDEAO, sans oublier la Supercoupe Colonel Assimi Goïta qui se tient ici à Koulikoro précisément. Au menu également l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football. Le rendez-vous c'est demain et c'est au CICB. Il est 7h29 à Bamako, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daou. Mise en onde, Aliou Koulibaly. Mise en ligne, Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Présentation, Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Moussa Koulibaly pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.